Allez, on entre dans la dernière ligne droite de ce Nayer 2021. Je vous rappelle que tout à l'heure à 17h15, il y aura la plénière de clôture avec la présentation d'Ocean One, le robot d'exploration sous-marine. Vous allez voir, c'est une vraie révolution pour le monde de l'archéologie sous-marine. Donc soyez là, une plénière de clôture qui aura lieu donc aux environs de 17h15. D'ici là, on continue à parler sobriété énergétique, responsabilité du numérique avec Delphine Jamet. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes conseillère déléguée au numérique de Bordeaux Métropole, adjointe au maire de la ville de Bordeaux, en charge de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie des données. Alors le thème de notre entretien, c'est numérique responsable, une politique territoriale. Je vous propose qu'on débute en clarifiant le terme numérique responsable. Qu'est-ce que c'est? Quelle définition faites-vous, Delphine? Alors déjà, on va le remettre dans le contexte, mais je pense que ça a déjà été bien dit tout à l'heure et l'intervenant précédent, dans sa conclusion, a bien résumé. Parce qu'aujourd'hui, le numérique consomme énormément. C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et si on continue sur cette pente sans rien faire, en France, d'ici 2040, on passera à 7% des émissions de gaz à effet de serre pour la France. Ce sera le secteur du numérique. Alors qu'aujourd'hui, on est à 2%, sachant que les objectifs de l'accord de Paris, je le rappelle à tout le monde, c'est de diminuer de 75% nos émissions de gaz à effet de serre. À partir de ce constat, il en va de la responsabilité de chacun et des pouvoirs publics de faire en sorte de développer des politiques publiques pour que notre consommation du numérique soit plus responsable et plus responsable, pour limiter l'impact carbone, 2 pour limiter l'impact environnemental, parce que le numérique, ce n'est pas que l'impact carbone, c'est aussi un impact environnemental, et notamment sur les ressources minières et l'eau, avec une énorme consommation, et 3, l'impact sociétal, parce qu'il y a une énorme aussi impact sociétal du numérique, puisque ça peut exclure beaucoup de nos concitoyens en développant beaucoup d'usages. On exclut de facto beaucoup de personnes, et donc il faut prendre en considération cette part-là. Alors, 3 grands enjeux: impact carbone, inclusion numérique, la protection des données. Ça également, on va voir comment une collectivité finalement peut s'engager sur chacun de ces sujets. Si on prend l'impact carbone, par exemple. L'impact carbone. Alors, je vais donner l'exemple de Bordeaux Métropole, parce qu'on a réussi là en moins d'un an en fait à uploader un logiciel qui a été fait par une start-up nantaise et qui permet de calculer en fait l'empreinte carbone de tout notre parc informatique. Donc par exemple Bordeaux Métropole, pour vous donner une échelle, c'est plus de 10 000 utilisateurs de l'informatique aujourd'hui au sein de la collectivité, avec les agents, parce que Bordeaux Métropole, il y a les services de Bordeaux Métropole, mais aussi des 14 communes qui ont mutualiser le numérique. Donc tout ça, c'est un parc informatique énorme avec des serveurs, etc. etc. Donc en uploadant ce logiciel qui s'appelle Agaro, ça nous permet de mesurer notre impact au fil de l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas un one-shot, mais c'est tout le temps. On va pouvoir mesurer notre impact environnemental avec notre parc informatique, parce que ce que je n'ai pas rappelé, c'est que 80% de l'impact carbone du numérique, c'est le parc informatique, et donc tout ce qui est matériel. Donc c'est quand même le premier levier d'action qui va nous permettre de diminuer cette empreinte carbone. À partir de ce constat, parce que ce qui est important, c'est de faire le constat, où on en est. Parce que pour savoir où on va, il faut savoir où on en est. Donc là, on en est dans à ce moment-là, de savoir où on en est pour pouvoir après développer une stratégie de rallongement de la durée de vie de matériel, d'achat de numérique reconditionné, etc. etc. Et donc à partir de ce moment-là, on peut mettre en place une véritable stratégie. Je voulais dire aussi que le 15 novembre dernier, il y a une loi qui a été votée au niveau du Parlement, et qui est une loi importante parce qu'elle oblige aujourd'hui les collectivités territoriales et les politiques publiques à s'engager dans une stratégie de numérique responsable d'ici 2025. Donc là, moi, où je suis assez fière, c'est qu'on va être très clairement en avance sur la loi, et on n'aura pas fait notre stratégie numérique sera bien faite bien avant 2025, mais au moins ça commence à permettre d'imposer aussi cette volonté et de montrer que ce n'est pas qu'une lubie, entre guillemets, de personnes qui pensent que l'impact carbone et l'écologie est importante, mais bien un problème de société qu'il faut adresser partout. Donc un enjeu sociétal, ce numérique responsable, justement. Un autre enjeu qu'on a beaucoup abordé tout au long de Nayer, tout au long de ce samedi, c'est la transparence des algorithmes, la protection des données. C'est des sujets très sensibles. Comment finalement donner confiance aux citoyens? C'est quoi le rôle d'une collectivité sur ce sujet?
Alors déjà, le rôle d'une collectivité, c'est quand elle utilise elle-même ces technologies dans ses propres services numériques, de faire preuve de transparence et de le dire, d'expliquer en quoi, pourquoi et comment. Donc ça, c'est le b.a.-ba, me semble-t-il. Ensuite, le rôle d'une collectivité, c'est aussi d'alerter les échelons supérieurs sur la notion des droits digitaux, c'est-à-dire de dire au niveau national, au niveau européen, attention, tout ce que vous nous faites comme loi peut avoir des impacts sur l'humain, sur les citoyens, et donc il faut absolument adresser cette notion de droits digitaux. Alors, un exemple très concret a été fait avec l'Europe, et je pense que pour ça, c'est vraiment ce règlement européen sur la protection des données est essentiel, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette règle européenne, on ne serait pas sur ce continent, le continent le plus protégé au niveau de nos données personnelles, et ça a permis aussi de faire comprendre au grand public qu'il y avait un problème. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, au départ, personne pensait qu'il y avait un problème en allant sur Internet et qu'on libérait comme ça nos données personnelles à tout va, à Google, à Amazon, à Facebook, etc. Et là, au moins, ça a adressé le problème et donc tout le monde commence à s'emparer du sujet. Et du fait que tout le monde s'empare de ce sujet, il y a une vraie volonté du citoyen d'avoir cette transparence, c'est-à-dire mais qu'est-ce que vous faites avec nos données? Donc du coup, il est vraiment primordial d'adresser ce sujet et pour ça, il faut d'abord aussi concevoir de l'IA à la base éthique. C'est-à-dire que si on ne met pas dès la conception de l'IA une certaine éthique pour enlever des biais, parce qu'il y a aujourd'hui des biais dans l'IA et qui sont démontrés, hein, il y a eu plusieurs bad buzz sur certaines entreprises sur ce sujet-là. Si on n'adresse pas ça, il n'y aura pas du tout finalement de cohérence et en même temps de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et on voit aujourd'hui que ça se perd, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un monde où il n'y a plus cette relation de confiance entre le politique, entre le citoyen, entre les citoyens et le politique, entre les citoyens eux-mêmes. On le voit tous les jours. Moi je suis assez sidérée par ce sujet-là. Et jusqu'à présent, il y avait une certaine confiance envers les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'administration. Et on voit que cette confiance aussi disparaît un peu. Parcoursup en a été un bon exemple. C'était un algorithme derrière et personne ne comprenait ce qu'il y avait derrière. On en a parlé ce matin. Voilà. Et c'est vrai que c'était important qu'on soit transparent sur cet algorithme. Donc je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut mettre de l'éthique, il faut mettre de l'intelligibilité là-dedans et bien expliquer les choses. Troisième enjeu, très important, puisque le numérique aujourd'hui fait partie intégrante de nos vies, la dématérialisation est partout, l'inclusion. Quel levier vous pouvez activer ou vous comptez activer pour cette inclusion numérique ? Alors, il y a plusieurs leviers. Alors déjà, à Bordeaux Métropole, on est en train de préparer un observatoire des fractures numériques. C'est-à-dire que pareil, comme pour l'impact carbone, on a besoin de savoir où sont les problèmes et quels sont les problèmes. Donc du coup, on est en train de mettre en place, là, avec l'AURBA, un observatoire des exclusions numériques pour savoir où il faut aller précisément. Parce qu'il y a plusieurs fractures numériques. On va avoir une fracture numérique liée à l'âge, potentiellement, parce qu'on n'est pas né avec le numérique, donc on ne sait pas trop s'en servir. Vous avez une fracture sociale du numérique, avec des personnes qui n'ont pas du tout moyen d'accéder au numérique, pas d'ordinateur, pas d'accès à réseau, etc. Et vous avez aussi une fracture numérique qui est liée aussi à l'âge plus jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de créer une génération d'enfants qui savent très bien se servir d'un smartphone et d'applications TikTok, etc. Facebook, enfin pas Facebook, c'est has-been pour les enfants, mais en tout cas, ils savent se servir de jeux vidéo, ils savent se servir de tout ça, mais ils ne savent pas remplir un formulaire pour pouvoir s'inscrire à l'école ou au lycée ou au collège ou à l'université. Ils ne savent pas s'inscrire sur tout ce qui est service public. Ils ne savent pas faire ça et ils ne savent pas forcément comment marche la machine. Donc il y a un vrai besoin là aussi d'appréhension et d'expliquer et de faire beaucoup de pédagogie. Un événement comme aujourd'hui aussi est important parce que ça permet de mieux faire comprendre aussi ce qu'est la robotique et donc potentiellement de développer des compétences chez certains enfants pour après pouvoir s'investir dans ces filières, puisqu'on manque cruellement de talent dans toutes ces filières. Et je dirais aussi, une côté d'inclusion numérique, c'est aussi la question de l'égalité femmes-hommes qui est importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ce qu'on peut voir, les femmes sont un peu plus exclues du numérique que les hommes, et on le voit aussi parce qu'elles ne vont pas vers ces métiers.
alors qu'elles sont très douées pour ces métiers, très souvent. Et donc, il faut aussi aller plus dans ce sens-là pour leur permettre d'accéder à ces métiers. Et donc, c'est tout un volet assez large, en fait. Alors, on vous sent très engagé, il y a des actions très concrètes qui sont prises sur ce numérique responsable à Bordeaux et Bordeaux Métropole. Mais d'un point de vue des acteurs, à l'autre bout de la chaîne, est-ce que les acteurs du numérique sont sensibles à ces sujets? Est-ce que ça leur parle quand vous leur dites « Bonjour, moi je suis Delphine Jamet, il faut qu'on pose la question de la responsabilité du numérique ». Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, au début, j'ai eu très peur. Je ne vous cache pas, quand je suis arrivée à... Quand j'ai été élue en juin 2020 et que j'ai eu ce portefeuille, je me suis dit je vais me heurter à un monde qui va me détester. Très clairement, je le dis très honnêtement. Blacklisté. Mais en fait, non, pas Oui. du tout. D'abord, on est dans un monde qui est particulièrement agile et quand on a écouté la conclusion de l'intervenant précédent, il illustre exactement en fait le monde du numérique tel que je le côtoie aujourd'hui, de la French Tech au monde universitaire, au passant par les fournisseurs de jeux vidéo et les créateurs de jeux vidéo. Tout le monde a pris en compte ce problème. C'est pas pour ça qu'on a tous les solutions, bien entendu, mais en tout cas, tout le monde cherche les solutions parce que tout le monde s'est aperçu que si leur industrie veut être résiliente et qu'elle puisse continuer, il faut adresser ce sujet. Donc, de toute façon, c'est pas une utopie et c'est pas une vision passéiste en fait du monde. C'est clairement, si on veut continuer à développer ces innovations, il faut forcément limiter son impact carbone, limiter sa consommation d'énergie et faire attention à l'usage qu'on fait du numérique et rentrer dans une forme de sobriété numérique. Donc je crois que le monde du numérique est assez en avance, je dirais en tout cas dans sa réflexion et même sur ce qu'ils font sur ce sujet, même s'il y a encore de grands défis à relever. Et je voulais rebondir, vous parliez des usages, puisque justement on a parlé du rôle, vous, en tant que politique, on a parlé à l'autre bout de la chaîne des acteurs, mais il y a nous ici dans cette salle, on est tous utilisateurs du numérique, on va sur les réseaux sociaux, on s'envoie parfois des petites vidéos de chatons quand on s'ennuie. Finalement, est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle à jouer dans ce numérique responsable? On a un très grand rôle à jouer chacun. D'abord, je pense qu'aussi pour notre propre... bon fonctionnement interne, il est important qu'on apprenne à se déconnecter aussi. Je pense que d'être tout le temps connecté, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Et donc d'apprendre ça aux enfants dès le plus jeune âge, c'est très important. On voit l'impact important que peut avoir le numérique sur les jeunes enfants. Et donc là, il y a vraiment des actions à mener. Je sais qu'à Bordeaux, on en fait une belle, c'est 10 jours sans écran. Et il y a eu une expérimentation qui a été faite sur une école et les retours sont incroyables, c'est-à-dire que tant de la part des enfants que de la part des parents, ces 10 jours sans écran a amené à plus de sommeil chez l'enfant, à plus de discussions au sein du groupe familial, à plus d'enfants qui vont lire. Et derrière, ils ne reviennent pas forcément à utiliser autant le numérique qu'ils pouvaient le faire avant. Donc il y a c'est une vraie importance à ce que chacun s'empare de ce sujet. Et il y a des choses très simples à faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur son forfait 4G, quand il y a du Wi-Fi, se mettre en Wi-Fi. Par exemple, déjà, ça tire moins sur les réseaux. Et ne pas regarder Netflix dans le tram, on attend d'être à la maison. Voilà. D'accord, par exemple. Ça, c'est quand même aussi assez fondamental de se dire un film sur un petit écran comme ça, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à le regarder? Il faut vraiment qu'on se responsabilise tous sur ces sujets et aussi... C'est vrai que c'est immatériel le numérique. On a l'impression que ça n'a pas d'impact alors que ça en a un énorme. Et c'est surtout que si on veut continuer à en avoir, il faut limiter cet impact, donc c'est de notre responsabilité à tous, mais c'est aussi de la responsabilité des industriels, des pouvoirs publics, à créer des services numériques qui soient le plus résilients possible. Et typiquement, quand on a Netflix qui met du HD par défaut, ben, peut-être que c'est pas faire ça en fait. C'est en fonction de notre écran que typiquement l'intelligence artificielle pourrait potentiellement rentrer dedans en détectant mais ça c'est sur un écran qui est tout petit, je mais pas du HD par exemple. Et puis ce qu'on a vu pendant le confinement, au plus grave au printemps, c'est que Netflix a dû baisser justement son flux puisqu'on regardait tous des télés à la maison et que c'était plus, enfin on regardait tous nos écrans et là ils ont dû être un peu forcés à faire de la sobriété. Une question pour... Est-ce que vous diriez que Bordeaux et Bordeaux Métropole, certes, vous nous avez dit qu'à partir de 2025, il y avait une obligation légale de prendre ces sujets à bras-le-corps, mais est-ce que vous êtes finalement en avance sur votre temps, sur ces sujets? On est
On est l'exception ici? Non, alors très clairement, non, mais alors là, je vais rendre à César ce qui est à César. Je pense que l'une des premières collectivités, enfin, en Bretagne, ils sont assez en avance sur ces sujets, notamment liés à l'inclusion numérique. La Rochelle a été clairement précurseur sur le domaine du numérique responsable et la région, en octobre 2020, a lancé une feuille de route de numérique responsable. Donc très clairement, je pense que tout le monde a bien compris, beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes politiques ont compris l'intérêt de ce sujet-là. Beaucoup d'agents des collectivités aussi, ça redonne du sens au service public qu'on rend aussi de s'emparer de ces sujets. Et donc Bordeaux Métropole n'est pas en avance, mais pour le coup, on est maintenant pas du tout en retard, puisque en un an, là, on a beaucoup avancé. Et donc moi, je dois dire que je suis assez fière des agents de la collectivité qui sont vraiment emparés de ce sujet qui n'était pas adressé avant. Et aujourd'hui, on a des leviers, notamment dans la commande publique. Et dans la commande publique, sur le numérique, on se disait, bon, ben, moins de consommation énergétique, moins de consommation de papier, etc. Mais là, aujourd'hui, les clauses qu'on met dans les cahiers des charges, elles sont beaucoup plus importantes. C'est aussi comment nos prestataires se déplacent en ville, avec quel véhicule, comment on limite tous ces impacts, finalement, tous ces effets rebonds. Et donc, on met tout ça dans nos cahiers des charges et on passe typiquement sur des marchés publics où on avait 5% de clauses environnementales, on passe à 20% de clauses environnementales, ce qui n'est pas négligeable. En fait, c'est plus le prix qui est important, mais c'est bien finalement la technicité de nos futurs opérateurs et aussi l'impact carbone et l'impact environnemental qu'ils ont. Et par exemple, je vous parle d'un marché qui a plus de 10 millions d'euros. Donc les entreprises qui répondent se doivent du coup de répondre et d'être assez exemplaires aussi. Et donc les pouvoirs publics ont un énorme levier via la commande publique. Et aujourd'hui, je suis assez fière de ce que nous faisons. Ouais. On vient de voir toutes les actions concrètes que vous avez menées depuis plus d'un an. Si on parle un peu de l'avenir, maintenant, c'est quoi votre feuille de route pour les prochaines années? Alors, la feuille de route, déjà, c'est de développer des services numériques qui sont utiles, utilisables et utilisés, je dirais. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on a dans les collectivités locales, on a tendance à dire il faut ça comme application, il faut ci, il faut ça. Et en fait, c'est pas forcément utilisé. Et donc là, le but, c'est vraiment de remettre l'usager au cœur des services numériques, de les développer avec les usagers et de les rendre vraiment, finalement, utiles. Si c'est développer pour développer et faire de la com, ça ne sert à rien. Donc déjà, pour nous, c'est une marque de sobriété importante. C'est d'accompagner l'ensemble des usagers à l'utilisation de ces services numériques et donc de lutter contre les fractures numériques. Ça, c'est fondamental parce que l'Europe veut à une feuille de route de dématérialisation d'ici 2030 de tous les services publics. Ah oui. C'est quasiment demain, 2030. C'est quasiment demain. Et donc, si on va là-dedans, il faut absolument accompagner les usages et accompagner le public. Et donc, de toute façon, il va falloir créer encore des postes de conseillers numériques. Il va falloir avoir des accompagnants pour aider les usagers, parce que tout le monde ne saura pas faire et tout le monde ne pourra pas faire, forcément. Il y a la question de l'accessibilité aussi et de travailler sur l'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap, parce qu'il faut penser aussi à toutes ces personnes pour ne pas les exclure en plus. Il y a très clairement la question de l'accompagnement du tissu économique sur le développement du numérique et dans un numérique responsable. Donc là, on ne peut pas aller l'un sans l'autre aujourd'hui, donc ça c'est vraiment important. La connectivité, Bordeaux Métropole développe la fibre sur son territoire, donc d'ici 2022-2023, normalement tout le monde pourra être raccordé à la fibre, donc, mais c'est un enjeu majeur aussi pour notre collectivité et pour nos concitoyens. Et c'est vrai que les derniers qui restent à fibrer, c'est souvent les plus compliqués. Hein, ouais. Donc, et c'est pas parce qu'on est à l'autre bout de la métropole qu'on n'est pas fibré, parce que des fois dans Bordeaux Centre, on n'est pas encore fibré parce qu'il manque deux armoires qui sont compliquées où il faut trouver l'espace pour les mettre. Donc ça, c'est des enjeux quand même aussi très très importants. Et
et après, il y a tout un accompagnement aussi, une mutation de nos agents au sein de la collectivité, parce qu'au sein de notre collectivité, on a des agents qui sont aussi éloignés du numérique et il faut réapprendre à travailler de façon différente. La crise Covid nous l'a montré aussi. Il a fallu mettre beaucoup plus de monde en télétravail et donc ça a été une petite révolution dans l'administration quand même et ça a réussi. Comme quoi l'administration peut être agile quand elle le veut aussi. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir là-dessus et donc on a à peu près toutes ces ambitions-là et bien sûr de développer, et là c'est important aussi, ce que je disais, 80% de l'impact carbone du numérique, c'est le matériel. Donc il faut développer des filières de recyclage, de reconditionnement. Il faut travailler à accompagner ces opérateurs sur le territoire parce que sans ça, on n'arrivera pas à relever ce défi-là. Et au-delà de cet accompagnement, de cette montée en compétences qu'il va falloir pour répondre à ces enjeux du numérique, est-ce que vous diriez que c'est aussi d'un autre côté une attractivité finalement pour le territoire? On sait qu'aujourd'hui, les personnes, à l'heure du télétravail, ont besoin, je ne dirais pas qu'il y a un exode urbain, mais quand elles quittent leur lieu habituel, ont besoin de ces connexions en fibre optique, etc. Mais peut-être que le côté numérique responsable, vous pensez que ça peut attirer une catégorie de population? Moi, je pense. Ouais. Franchement, enfin, quand on discute vraiment avec tous les opérateurs, mais que ce soit de la French Tech au cluster de vidéos, de jeux vidéo, franchement, moi, je suis assez étonnée de leur attrait sur le sujet aussi. Et ils s'emparent vraiment du sujet. Et je pense que oui, en fait. Je pense qu'une ville qui est responsable sur son empreinte carbone et environnementale et un territoire qui est responsable, oui, je pense que ça va attirer plus finalement que ça va refroidir. Merci beaucoup Delphine Jamet. Il nous reste 4 petites minutes avant d'arriver à 17h et de prendre une petite pause. Écoutez, c'est l'occasion ou jamais de poser des questions à Delphine Jamet. Si vous en avez par rapport à ce qui était dit, peut-être sur ces enjeux dont on a parlé, l'impact carbone, la protection des données, l'inclusion numérique, peut-être besoin d'approfondissement ou même par rapport à la feuille de route. Si vous habitez Bordeaux ou Bordeaux Métropole, vous n'avez peut-être pas souvent l'occasion d'avoir la personne qui est chargée de ces questions du numérique. Eh bien, écoutez, ça a l'air hyper clair. Est-ce qu'on a des questions, je demande en régie, sur le chat? On n'a pas non plus de questions sur le chat. Eh bien, écoutez, Delphine, on va pas faire plus long. C'était très complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir partagé les enjeux, votre vision du numérique responsable. Donc, on va faire une petite pause. On va se retrouver à 17h15 pour la plénière de clôture. Un grand moment vous attend, la présentation d'Ocean One, un robot humanoïde capable de fouiller les épaves des grandes profondeurs. Ça va révolutionner le monde de l'archéologie sous-marine. On en parle à partir de 17h15. À tout à l'heure et à tout à l'heure à toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance. Merci Delphine.